Bon, je vais expliquer maintenant donc, comment, si on veut donc faire une régulation, numérique ou analogique d'ailleurs, il y a des étapes communes et quelques différences, donc il va y avoir quelques petites différences concernant l'utilisation, c'est-à-dire la réalisation d'une commande numérique. D'abord, si on veut réguler un système, pour mieux comprendre, donc je prends toujours le cas de ce moteur-là, dont la vitesse varie en fonction de la charge, dont la vitesse varie en fonction du signal d'entrée du système du moteur et aussi de la charge électrique. Je veux réguler ce système. D'abord, pour réguler ce système, je vais utiliser tout simplement un régulateur. Un régulateur, quel que soit le type de régulateur, et quelle que soit sa nature, analogique ou numérique, analogique ou numérique, il faut d'abord donc utiliser ce régulateur. Il faut dimensionner un régulateur. Pour dimensionner ce régulateur, je dois d'abord connaître je dois identifier ce moteur-là. Quand je dis identifier, c'est-à-dire identifier le modèle mathématique qui décrit le fonctionnement de ce moteur. On n'a pas besoin d'un fonctionnement détaillé, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un modèle. Donc pour faire la régulation, nous n'avons pas besoin d'un modèle détaillé du moteur, à savoir les équations électriques, mécaniques. Ce dont nous avons besoin dans notre cas, c'est juste de la relation entre le signal de sortie qui est la vitesse et le signal d'entrée qui est la tension. Ceci nous donne donc un modèle mathématique sorti en fonction de l'entrée. Pour un système linéaire, c'est ce que nous étudions dans ce module. On étudie donc des systèmes linéaires. Donc les systèmes linéaires peuvent être représentés par des fonctions de transfert. Donc la relation entre le signal sorti et le signal d'entrée, c'est un modèle mathématique. Vous pouvez avoir ou bien dans le domaine temporel, dans le domaine de la place, ou bien dans d'autres domaines. Donc vous avez différentes formes de votre modèle mathématique. Pour identifier ce système, donc c'est très simple, il y a différentes méthodes d'identification. Vous aurez besoin du signal d'entrée, évidemment de plusieurs échantillons dans le temps. Par exemple, vous prenez une durée de 10 secondes par exemple, ou une minute. Vous envoyez donc un signal, de préférence un signal qui ne soit pas très constant, et vous mesurez le signal de sortie. À partir du signal d'entrée et du signal de sortie, vous allez donc identifier la fonction de transfert, dans notre cas, du moteur. Donc vous allez identifier la fonction de transfert comme vous voulez, soit la fonction de transfert continue ou bien la fonction discrète. On parle de fonction de transfert discrète, c'est-à-dire on discrétise la fonction de transfert du moteur lorsque justement on utilise le convertisseur analogique numérique et convertisseur numérique analogique. C'est-à-dire on tient compte du système avant le convertisseur numérique analogique et juste après, c'est-à-dire et juste après le convertisseur analogique numérique. C'est-à-dire nous allons avoir un système dont l'entrée est un signal numérique, puisque l'entrée va provenir du calculateur, et la sortie, ça sera aussi une sortie numérique, puisqu'elle va provenir évidemment du système. Ici nous avons donc une sortie analogique, mais une fois qu'elle passe par le convertisseur analogique numérique, elle redevient numérique. Un système dont l'entrée est un signal discret et la sortie est un signal discret, évidemment est un système discret. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc vous pouvez voir donc le cours de discrétisation. Comment on obtient, à partir de la fonction de transfert continu du moteur, on obtient la fonction de transfert discrète avec une certaine période d'échantillonnage qu'il faudrait aussi savoir choisir. Une fois qu'on a obtenu ce modèle mathématique qui décrit le moteur, que ce soit en continu ou bien en discret, selon qu'on travaille en discret ou en continu, qu'est-ce que nous allons faire de cette fonction de transfert? En première étape, ce que nous allons pouvoir faire, évidemment, c'est pouvoir faire de la simulation. Et quand on fait de la simulation, on doit tenir compte pendant la simulation des limites physiques de votre système réel. Parce que
quand vous prenez une fonction de transfert, vous pouvez lui transmettre n'importe quel signal à l'entrée, même un signal qui est égal à 10 puissance 100 ou bien 10 puissance ce que vous voulez. Vous allez pouvoir, vous allez simuler, vous allez avoir un résultat. Donc, quand on simule un système réel, on doit tenir compte des limites physiques du système, à savoir quelle est la tension limite qu'il accepte en entrée, le signal d'entrée minimal pour que le système puisse démarrer, et ainsi de suite. Ça donc, le modèle mathématique va nous permettre justement de faire des simulations pour voir comment se comporte le système dans différentes conditions. Une fois que nous avons donc simulé donc, le fonctionnement du système, on passe à une autre étape, c'est le dimensionnement du régulateur. Le régulateur, on va donc aussi faire le calcul. Il y a différentes méthodes, différents types de régulateurs, différents algorithmes évidemment. En analogique, en général, nous avons des régulateurs standards, classiques, qui sont déjà fabriqués. Si on prend l'industrie par exemple, les régulateurs les plus courants sont les régulateurs PID, qui sont donc construits, fabriqués à la chaîne, etc. Donc, si je prends ce régulateur-là, donc, je dois déterminer ces paramètres. Pour déterminer ces paramètres, il y a aussi des méthodes, différentes méthodes, qu'on peut évidemment tester avec la simulation. C'est-à-dire, nous allons simuler la fonction de transfert de ce moteur en présence d'un régulateur, et nous allons faire différentes simulations et voir comment se comporte la régulation, et ensuite passer évidemment à des essais pratiques. Pour ce qui est de la régulation numérique, donc il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Donc après avoir trouvé la fonction de transfert discrète du moteur, évidemment qui prend en considération les deux convertisseurs, analogique numérique et numérique analogique, nous allons aussi simuler, faire la même chose, simuler, voir le fonctionnement du système en discret. Ensuite, dimensionner le régulateur, c'est-à-dire dimensionner la même chose que pour le continu. Trouver le régulateur numérique, c'est-à-dire c'est un algorithme de calcul qui va calculer, qui va faire la même chose, seulement l'algorithme est différent parce qu'on est en discret. C'est pas du tout le même algorithme. Donc là, nous allons donc trouver les paramètres du régulateur, faire de la simulation. Une fois que nous avons validé les résultats par simulation, on devrait passer à une étape plus importante, c'est l'implémentation réelle de la commande. Comment elle va se faire? Évidemment, ce que nous aurons besoin, nous n'avons pas besoin de régulateur analogique, évidemment. Le calculateur va remplacer ce régulateur analogique, mais pour pouvoir utiliser ce régulateur, nous aurons besoin, évidemment, des cartes spéciales donc, pour l'acquisition des données. Voilà. Donc, dans notre cas, évidemment, ici, j'ai parlé de la carte d'espèce parce que nous avons cette carte au laboratoire, mais on peut utiliser plusieurs types de cartes d'acquisition de données. Bon, concernant la carte d'espèce, non seulement c'est une carte d'acquisition de données aussi, mais c'est une carte qui contient un microprocesseur, qui contient des mémoires, qui nous permet donc, en plus de faire l'acquisition de données, de faire les différents calculs donc dédiés uniquement à la commande. Donc nous aurons besoin, comme vous le voyez, d'une carte d'acquisition de données. Cette carte d'acquisition de données, munie de processeur ou pas, parce que si la carte n'est pas menue d'un processeur, eh ben on utilisera le processeur du calculateur, du PC. Donc, une fois que nous avons cette carte d'acquisition de données, nous devons évidemment brancher notre système, notre calculateur à notre système réel via aussi des dispositifs évidemment qui permettent une isolation évidemment une isolation électrique entre le système physique et le système réel, et le calculateur. Dans notre cas ici, nous avons évidemment une maquette qui fonctionne avec de faibles courants, parce que nous avons ici de toute façon une maquette pour la pédagogie. Mais en pratique, les courants utilisés par le système réel et les courants de votre calculateur ne sont pas du tout du même ordre.